La France est-elle en train de devenir de droite, voire d'extrême droite? Sur le plan culturel, c'est le retour des uniformes, le bruyant combat contre le wokisme, la banalisation des propos racistes, le fait que CNews soit devenue la première chaîne d'information en continu du pays qui pourrait nous laisser adopter cette théorie. Alors que sur le plan économique, on observe la montée en puissance de nombreux discours qui appellent à la rigueur, à la maîtrise de la dette, qui fustigent les services publics jugés trop coûteux et inefficaces, sans même parler de la stigmatisation croissante de ceux qualifiés d'assistés. C'est la voisine de palier qui touche une allocation de mère isolée et il y a un loulou dans le circuit. C'est le frère qui utilise la carte Vita du gars assuré social alors que lui il l'est pas parce qu'il est en situation irrégulière. C'est ça qui énerve les gens beaucoup plus que la fraude fiscale. L'indice le plus criant reste bien évidemment l'explosion dans les urnes des partis d'extrême droite, le tout dans un contexte international où les leaders réactionnaires gagnent en puissance partout dans le monde. Tout pourrait donc nous porter à croire que dans ce contexte, la France se droitise. C'est d'ailleurs un discours que l'on a beaucoup entendu dans les médias et dans la bouche des politiques. La proportion de personnes qui se situent spontanément à droite est en augmentation constante depuis que nous avons lancé cet indicateur. La société française s'ancre à droite, comme elle ne l'a probablement pas été depuis longtemps. Alors c'est pas vraiment une surprise, mais c'est en tout cas la conclusion d'une enquête de la Fondapol. Nicolas Sarkozy s'exprime pour la toute première fois sur la quête d'un nouveau Premier ministre et il affirme que la France est de droite, sans doute comme elle ne l'a jamais été. Est-ce que la France est à gauche ou est-ce que la France est à droite? Elle n'est pas non plus LR, la France. Non, or, c'est non, un membre des Républicains. Elle est très largement à droite. Mais prenons un peu de recul. Et si tout ça n'était qu'un grand malentendu? Et si c'était le fruit d'une vision médiatique ultra biaisée? Et si en réalité, la France n'avait pas basculé à droite? C'est la théorie du chercheur Vincent Tibéri que je reçois aujourd'hui dans cette nouvelle émission pour Blast et qui appelle à beaucoup plus de nuances. Vincent Tibéri, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur en sociologie politique à Sciences Po Bordeaux, vous êtes également chercheur au centre Émile Durkheim depuis 2015 et vous avez longtemps été chargé de recherche à Sciences Po Paris. Vous êtes le spécialiste des comportements électoraux et politiques et vous avez récemment fait paraître aux éditions PUF, donc les presses universitaires françaises, Citoyens et partis après 2022, Éloignement, fragmentation, extinction de vote et les citoyens qui viennent. Et vous venez de publier La droitisation française, mythe et réalité, toujours aux mêmes éditions. Alors avant qu'on aille un petit peu plus loin sur ce qu'est la droitisation, est-ce que la France est en train de passer à droite, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous a poussé à faire des recherches sur cette thématique-là. Qu'est-ce que ça change de savoir si oui ou non la France est passée à droite? Parce que je pense que dans le système politique et médiatique dans lequel nous avons lieu aujourd'hui, il est important de redonner la parole aux citoyens, parce qu'on parle beaucoup à leur place. En gros, c'est ce que je dis dans le bouquin, on est tous un peu des ventriloques de ce que pense le peuple, les citoyens, les vrais gens, etc., etc. Et donc, à un moment, il faut effectivement aller regarder de près ce qu'ils pensent. Et essayer de trouver les meilleurs moyens, empiriquement, méthodologiquement, de pouvoir analyser leurs préférences, leurs évolutions, leurs valeurs, leurs demandes, voire même leurs démissions. J'imagine qu'on y reviendra. Et puis surtout parce que derrière, c'est un combat, ce recours au peuple. Dans ce débat qu'on a aujourd'hui entre des élites qui seraient supposées déconnectées et les vrais gens, on se rend compte que ceux qui disent ça, ceux qui appuient ce discours, sont aussi étonnamment, probablement tout aussi déconnectés, ou en tout cas ont des visions tout aussi tronquées que bon nombre d'autres acteurs. Et donc à un moment, il faut faire le tri entre ce qu'est de la représentation, ce qu'est du wishful thinking, c'est-à-dire ce qu'on aimerait bien que le peuple soit, et ce qu'il est dans sa diversité, dans ses tensions et dans ses évolutions. Alors, moi, c'est une idée que j'avais aussi, personnellement, avant de lire votre livre, que effectivement, la France est en train de passer à droite, voire à l'extrême droite, notamment à cause de tout ce que j'ai cité en introduction, à savoir l'émergence de chaînes comme CNews, de figures conservatrices, le vote, tout simplement, des citoyens, qui est quand même devenu de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite, avec l'explosion de ces partis d'extrême droite lors de différentes élections. Avant qu'on aille sur votre conclusion et surtout l'état de vos études, j'aimerais qu'on comprenne quelle méthodologie vous avez utilisée, vous, pour arriver à des conclusions qui sont différentes, sachant que nous, souvent cette vision qu'on a, ça s'appuie sur des sondages. On va à chaque fois avoir des
sondages qui disent tant de Français sont d'accord avec telle vision raciste du monde, une résurgence des Français qui seraient en faveur de la peine de mort. Donc on se dit, bon, il y a les sondages, il y a les votes, il y a les indices médiatiques, tout nous porte à croire que c'est à droite, voire à l'extrême droite. Vous, comment vous avez procédé ? D'abord, effectivement, on vit dans une société où on a de multiples signaux qui pourraient effectivement nous amener à penser que la droitisation existe. Alors, il suffit de prendre les réseaux sociaux, il suffit de prendre effectivement ce qui se passe sur les plateaux de chaînes d'information continue, il suffit de voir les sujets qui sont abordés et en même temps de commencer à s'interroger sur ses propres sujets. Typiquement, on nous parle quand même d'abord et avant tout de pouvoir d'achat quand on regarde les enquêtes. C'est pas vraiment le sujet sur lequel l'essentiel du débat fonctionne. On nous parle de crainte envers l'école et des inégalités sociales face à l'école. C'est pas exactement le sujet qui va émerger. Ou alors, quand on parlera de l'école, c'est uniquement d'une certaine manière. On nous parlera des défauts d'intégration des Français d'origine immigrée. On ne parlera pas du fait qu'il y a une large majorité d'entre eux qui réussissent. Et en fait, ce qu'on constate, et l'INSEE l'a encore montré, c'est l'impressionnante progression en termes de diplôme des enfants de l'immigration. Et souvent, malgré une école qui a beaucoup de mal à leur donner les moyens des promesses républicaines. Donc c'est un vrai enjeu et quelque part, je pense qu'aujourd'hui, en tant que sociologue quantitatif, je suis en gros quelqu'un qui ne travaille quasiment que sur des tableaux, sur des données de sondage, etc. Je me rends ô combien compte que les sondages sont devenus un enjeu politique majeur. C'est pas pour rien que Pierre-Édouard Stérin, dans le projet Périclès, qui a été dévoilé par vos collègues de l'Humanité en juin, voudrait acheter un institut de sondage et mettre en place des baromètres, parce qu'ils ont effectivement très bien compris que poser certaines questions, c'est cadrer le débat d'une certaine manière. Et on l'a vu par exemple sur le grand remplacement à plusieurs moments de la campagne présidentielle de 2022. Donc les sondages sont de fait à la fois un outil scientifique, un outil très clairement perfectible, parce qu'on a des vrais problèmes aujourd'hui de construction des sondages, de construction des échantillons, et dans le même temps, ce sont des outils politiques. Selon telle ou telle question, on va se retrouver avec des visions possiblement diamétralement opposées des répondants. Dans le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, auquel je collabore depuis un certain temps, avec notamment Nona Meyer et d'autres, je peux vous sortir des questions qui laisseraient à penser qu'une majorité des Français sont xénophobes et d'autres qui vous donneraient l'exact inverse. Quand on demande l'immigration est-elle une source d'enrichissement culturel, non seulement on constate que c'est autour de 60 à 70% des gens qui répondent oui, c'est une source d'enrichissement culturel, et c'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Et de l'autre côté, on peut vous dire, l'immigration est la principale source de l'insécurité. Là, vous avez une majorité de répondants qui sont plutôt sur cette logique-là. Donc, si j'ai bien compris, ça dépend vraiment de quel sondage on parle, comment on pose les questions, à quel moment, à qui et quelle méthodologie de sondage. Alors, on ne va pas rentrer trop peut-être dans les détails, mais vous expliquez qu'il y a plusieurs méthodologies de sondage qui ne donnent pas les mêmes résultats. Tout à fait. Et là aussi, c'est un autre enjeu qui est... Aujourd'hui, la plupart des sondages sont faits par Internet, à partir de ce qu'on appelle des access panels, c'est-à-dire des gens qui acceptent de répondre aux questions de sondage. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces access panels sont biaisés vers la droite, voire même l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a une surdéclaration du vote RN, du vote Le Pen dans ces échantillons. Pourquoi ? Notamment parce que ces access panels incitent un certain type de profil de répondants. C'est-à-dire que notamment, il y a cette idée de rémunération. C'est-à-dire qu'on fait ces access panels en étant rémunéré pour répondre à des questions de sondage. Il y a d'autres panels, notamment des panels universitaires, qui là, par contre, sont biaisés à gauche. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que si on ne fait pas attention à la manière dont on construit un sondage, on risque d'avoir des résultats complètement biaisés. Et on l'a vu en 2022, la sous-estimation du vote pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle tient justement au fait que les instituts utilisaient des panels biaisés. Et l'autre point important, c'est que, quelque part, il faut voir que les sondages, c'est aussi des micro-expériences de démocratie. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un enquêteur ou vous avez un enquêteur au téléphone, vous vous rendez compte que l'opinion que vous allez produire sur la peine de mort, par exemple, sur l'égalité de genre, sur la tolérance à l'endroit des LGBT, ça a un impact. Il y a un vrai gens derrière qui recueille votre opinion. Et donc, du coup, les gens sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus attentifs.
alors que dans un access panel, vous répondez possiblement sur votre téléphone portable. On ne connaît rien des conditions de passation du questionnaire, et vraisemblablement que du coup, vous pouvez très bien être complètement inattentif et ne même pas vous rendre compte des horreurs auxquelles vous répondez. Et je donne notamment l'exemple dans le bouquin d'une série de questions sur la loi immigration qui était juste d'abord incompréhensible, extrêmement compliqué, et surtout la construction du questionnaire ne pouvait qu'aboutir à surestimer les gens qui étaient d'accord avec la loi immigration. Et là, ça nous montre que, en tant que sondeur, en tant que scientifique, en tant que sociologue, d'abord nos outils sont des outils loin d'être neutres, sur lesquels on a nécessairement à avoir une certaine éthique, et surtout qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de surveiller de très très près la constitution des sondages. Alors, j'aimerais qu'on termine sur ce côté méthodologique, et je sais que pour celles et ceux qui nous regardent, ils peuvent se dire c'est un peu complexe, c'est du détail, mais non, parce que ce qu'on comprend vraiment au début du livre, et c'est pas tout le livre, vraiment, c'est une petite partie en fait sur la méthodologie, mais c'est que c'est déterminant. Et j'ai vraiment besoin qu'on comprenne comment vous avez procédé pour comprendre ensuite la suite de votre propos. Vous, sur quel sondage en fait vous vous êtes appuyé pour arriver à toutes ces conclusions? Quelle a été votre méthodologie pour essayer de contourner tous ces pièges dont on vient de parler? Et c'est derrière, je suis d'accord, c'est essentiel pour le livre parce que c'est montrer que je ne parle pas de n'importe où, que je me suis pas fait plaisir. Bien sûr, en tant que citoyen, j'ai mes valeurs, etc. Mais en tant que sociologue, le but du jeu était effectivement d'être le plus robuste, le plus fiable dans les méthodes que je souhaitais mettre en œuvre. Et donc, typiquement, je ne prends pas un sondage, je prends des sondages. Je ne prends pas une question, je prends des questions. Et donc, je reprends en fait la méthode et le travail de mon collègue James Stimson aux États-Unis, qui avait déjà construit ce genre de base de données et qui lui permet de remonter sur les hauts et les bas, notamment des demandes de redistribution aux États-Unis depuis les années 50, 1950. Quand James est venu en France à la fin des années 2000, on a commencé à faire la même chose en France et on remonte grosso modo jusqu'aux années 70-80. Et donc, du coup, ça nous permet de regarder les évolutions en termes de demande de redistribution, de demande d'État, mais aussi les évolutions en termes de rôle de genre, en termes de tolérance à l'endroit des LGBT, en termes de tolérance à l'endroit des immigrés, de la diversité. Ça nous permet, quelque part, de brosser une histoire des évolutions, des opinions, des répondants depuis, grosso modo, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Et vous le faites à partir de tous les grands instituts de sondage en France qui ont mené des enquêtes sur un temps aussi long. C'est ça. La seule condition, c'était que que les questions soient répétées pour être intégrées dans la construction de mes indices longitudinaux. Oui, pour qu'on puisse voir la différence avec la même question posée aux mêmes personnes Exactement. au même moment, mais à des époques différentes. Et de fait, quand on parle de droitisation, il faut qu'il y ait un avant et un après. Et donc, du coup, je mesure ces évolutions dans le temps. Et alors, toujours sur le plan méthodologique, définition, et après, on va dans le dur du sujet, mais on est obligé de définir. Qu'est-ce que c'est que la droitisation? Qu'est-ce que c'est que d'être de droite? Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche? Puisque aujourd'hui, chacun a sa vision de ces valeurs-là, de ces qualificatifs politiques-là. Et c'est même un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que réussir à définir ce que serait la droite, ce que serait la gauche, c'est réussir quelque part à imposer son cadrage, sa manière de penser. Et donc, c'est un vrai enjeu. On pourrait être basique. On pourrait dire, et de droite, les gens qui se définissent comme étant de droite sont de gauche, les gens qui se définissent comme étant de gauche. À ceci près, et c'est un truc sur lequel on reviendra, que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une disjonction entre les valeurs des individus et leur positionnement à gauche ou à droite. Parce que derrière, ça raconte quelque chose du lien qu'on a entre le fait d'être un citoyen et le fait d'être aligné sur un parti, un responsable politique, etc. Et donc, ça, j'en parle, mais justement, l'histoire que je raconte est plus l'histoire d'une grande démission plutôt qu'une droitisation. On y reviendra, j'imagine. Et du coup, ce que j'essaye de définir dans cette idée de droitisation, c'est d'abord de regarder les préférences. On va dire, par exemple, que être de droite, c'est plutôt être libéral économiquement. C'est plutôt être favorable à un État minimal, c'est plutôt être favorable à la liberté d'entreprendre plutôt qu'à l'augmentation des salaires. C'est plutôt être défavorable à la redistribution et défavorable aux impôts. Ça sera... Sur le plan économique. Sur le plan économique. Mais il n'y a pas que ce plan-là. Et qu'on se rend compte depuis très longtemps qu'il y a d'autres dimensions sur lesquelles le débat politique se construit. Notamment, c'est la question du genre, c'est la question de l'homosexualité, c'est la question des droits justement des LGBT, que ça soit pour leur couple, que ça soit pour le droit d'adopter, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notamment dans le jargon en sciences politiques le libéralisme culturel.
Et c'est un concept qu'on a vu émerger dans les années 80. Et puis, il y a la question aussi du multiculturalisme, de l'acceptation de la diversité, de l'acceptation de l'immigration, de l'acceptation de la diversité en France et voire même ailleurs. Si on résume un petit peu, avant d'aller plus loin, ce que vous mettriez dans la droitisation, c'est des personnes qui vont partager une pensée économique qui est quand même plutôt libérale, qui vont plutôt s'opposer contre, ou en tout cas pas pour, le libéralisme culturel, c'est ça, si je reprends bien votre concept, et qui vont s'opposer au multiculturalisme, ou qui vont, encore une fois, vraiment pas spécialement y être favorables. On pourrait les mettre dans la partie droite. Enfin, je dis droite, on a la gauche. Et histoire de rendre les choses encore un peu plus compliquées, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont plutôt favorables au libéralisme culturel, tout en étant défavorables au libéralisme économique, voire même tout en étant favorables au libéralisme économique aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un libéral libertaire ou un étatiste autoritaire. Les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté du résultat d'une élection, et notamment des élections qu'on a connues en 2024. Je pense que si on avait fait un référendum sur les enjeux socio-économiques, on n'était pas à 60% de vote hors gauche. Si on avait fait un référendum sur les questions culturelles, typiquement la fin de vie, on n'était pas à 60% de vote de droite. Bien au contraire. Et c'est là où on se rend compte que les élections ne sont pas forcément représentatives de ce que souhaitent les citoyens. Et ça fait partie des enjeux du bouquin. Je sais qu'à Blast, on aura forcément fait un titre un peu accrocheur, parce que c'est comme ça pour pouvoir exister sur les réseaux sociaux. Mais vous, en fait, ce que vous appelez à faire, c'est à mettre un petit peu de nuance. Et vous avez commencé à le faire en nous expliquant qu'on n'est pas uniformément de droite, tel que la science politique le regarde, ou uniformément de gauche, et qu'effectivement, il peut y avoir des mélanges, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, quand on parle de droitisation, de quoi parle-t-on? Et les grandes idées un petit peu de votre ouvrage, c'est de dire sur certains plans, clairement, la France a progressé, s'est dédroitisée en fait, notamment sur les questions d'égalité de genre, sur les questions d'acceptation de la communauté LGBTQIA+, et des droits qu'elles ont pu gagner, sur des questions économiques même, où parfois vous mentionnez, vous décrivez qu'il y a quand même une résurgence d'une certaine pensée de gauche. Par contre, sur le multiculturalisme, est-ce que c'est pas un peu plus compliqué ? Parce que c'est quand même un gros point de crispation aujourd'hui, ces histoires de sécurité, immigration. Mais en fait, ça vaut aussi pour les enjeux qui tournent autour des LGBTQIA+. C'est-à-dire que quand on regarde dans le temps long, les enjeux sur le libéralisme culturel, c'est juste fascinant comme nous avons changé de monde. Alors c'est parfois dur à admettre parce que souvent on remet en avant les agressions homophobes, on remet en avant les insultes, on remet en avant des il y a encore de l'intolérance, tout à fait, et ça existe. Mais quand on mesure les opinions, alors naturellement c'est du déclaratif, mais heureusement que quand on déclare de l'homophobie, on ne passe pas aux actes, sinon on serait encore dans un monde assez horrible. Mais exemple simple, au début des années 80, on était à peine 20% de gens qui acceptaient l'homosexualité comme manière acceptable de vivre sa sexualité. Depuis la fin des années 2000, on est au-dessus de 90%. Ça veut dire qu'il reste encore 10%. Oui, il y a eu un changement. Voilà, et ce changement, il existe sur la tolérance à l'endroit de la sexualité, mais on a vu le même phénomène sur le mariage, puis le même phénomène sur l'homoparentalité, et vraisemblablement que on retrouve la même chose bientôt sur les questions trans. On n'a pas encore beaucoup de questions et beaucoup de recul sur ces sur la question trans, typiquement, on voit quand même une résurgence, en tout cas médiatique, de la haine transphobe, ou qui peut-être avant n'était peut-être moins un sujet en fait, mais aujourd'hui c'est un énorme objet de crispation. La communauté trans fait vraiment l'objet d'attaques médiatiques et politiques. Et du coup, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de récurrence, de résurgence des mêmes arguments que ceux qu'on avait entendus au moment des débats sur l'homoparentalité, au moment du mariage pour tous, ou au moment du Pacs. Oui, les enfants, attention aux enfants notamment. Exactement, le rôle des enfants, il faut les préserver. Voilà, le virus, enfin, on a toujours ce genre de choses. À ceci près que, à chaque fois, ces acteurs politiques ont perdu. Alors, ils transfèrent le débat, mais ils le perdent. Et donc, c'est ça la nouvelle intéressante. C'est que malgré leur capacité à tenir la parole, à tenir le crachoir médiatiquement, ça ne marche pas dans les enquêtes. C'est quand même très troublant, alors qu'on devrait voir l'inverse. On devrait éventuellement voir des effets de conviction. Non.
Et c'est la même chose sur l'immigration, en fait. On se rend compte que dans le temps long, le soutien à l'immigration en tant que phénomène social, le soutien aux descendants, a considérablement progressé. Aujourd'hui, on est à plus de 80% de gens qui vont vous dire que des enfants d'immigrés sont des Français comme les autres. On est dans un moment où, quand on parle de race humaine au sens racisme biologique, c'est désormais extrêmement marginal. Mais la question et les débats sur l'immigration se sont construits différemment. Aujourd'hui, ça va être sur les questions d'islam, sur les questions de compatibilité entre une religion et le reste de la société, et alors même qu'on constate, là encore, des évolutions extrêmement fortes. Après, vous décrivez par exemple qu'on constate une augmentation de la haine à l'encontre des musulmans. Et de cette religion-là en particulier, par exemple. Et le truc étonnant, d'abord, d'abord ce qu'on constate, c'est pas, il y a effectivement des actes anti-musulmans, comme il y a eu une explosion des actes antisémites, comme il y a des actes homophobes. Ça, c'est difficilement niable, hein, ça existe, et il y a des formes de résurgence, et clairement, le job des pouvoirs publics est de lutter contre ces actes. Point final. Mais il n'empêche que sur l'islam, ce qui est très frappant, c'est de constater que c'est la manière dont on cadre, la manière dont on parle de l'islam qui devrait nous interroger. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, que la manière dont on parle de la laïcité a considérablement changé. Il fut un temps, des années 90, la laïcité, c'était le fait de mettre à distance toutes les religions, toutes. Le catholicisme, le judaïsme, l'islam. Et typiquement, c'était une volonté de déprise du religieux sur la vie des individus. Et c'est un projet émancipateur qu'on retrouve très souvent. Désormais, et plusieurs travaux l'ont montré, je pense à Bobéro, je pense à Mondon, je pense même à Corcuff, montrer comment la laïcité s'est transformée. C'est-à-dire qu'on a gardé le même mot, mais on ne lui met pas le même signifiant. On se retrouve dans cette situation où la laïcité, ça peut être une laïcité de défense de la chrétienté, une laïcité de défense de la société française telle que fantasmée, avec ses racines chrétiennes, etc. On se retrouve dans une situation où aujourd'hui, derrière le même terme, vous pouvez avoir une volonté d'émancipation et vous pouvez avoir une volonté de remise en question de l'existence sur le sol français de gens qui n'ont pas une religion catholique. Et c'est effectivement ce que ça a donné. Et alors même que des femmes voilées ont tout à fait le droit de porter le voile. Dès lors qu'elles sont majeures, dès lors que c'est dans l'espace public, elles ont tout à fait le droit. Et pourtant, elles sont attaquées. Et elles sont attaquées régulièrement, comme remettant en question le French way of life. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette attaque sur le voile se retrouve de moins en moins dans les données d'opinion, et particulièrement dans les jeunes générations. Mais vous expliquez qu'il y a vraiment un renouvellement générationnel et que de manière générale, les idées les plus conservatrices sur le plan des valeurs sont vraiment tenues par les plus âgés, la génération, ce qu'on pourrait appeler les boomers. Et vous expliquez que c'est pas une question d'âge, c'est une question de génération. C'est-à-dire que c'est une question de avec quelle époque on a vécu et qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont très clairement, sans aucune hésitation, plus progressistes que les autres. Tout à fait. Et sur la question du voile, d'abord, il y a un vrai débat. Parfois, ça serait bien d'interroger les femmes voilées elles-mêmes. Notamment, on a quand même un nombre conséquent de militantes voilées au sein de l'UNEF, et c'est pas nécessairement qu'elles remettent en question le féminisme ou qu'elles remettent en question le contrat républicain, si on peut définir ce qu'est le contrat républicain. Vous avez de bonnes raisons de vous opposer au voile comme signe d'oppression des femmes. C'est comme ça que beaucoup de féministes, et notamment de féministes nées dans les années 40, 50, construisent leur rapport au voile. Pour elles, c'est un signe d'oppression. Et puis vous en avez d'autres qui utilisent les mêmes arguments pour des buts beaucoup moins avouables. Et on se retrouve là dans une situation assez similaire à ce qu'on a pu voir des phénomènes de racisme symbolique aux États-Unis, où on utilisait, par exemple, l'affirmative action, c'est-à-dire les programmes construits dans les années 70-80 pour permettre à des Afro-Américains de rentrer dans les grandes facs. On attaquait ces programmes, non pas parce qu'on ne pouvait plus dire qu'on ne veut pas de noirs dans nos facs, non. On allait utiliser le terme de méritocratie, d'égalité académique. Donc, vous, c'est... Voilà. Mais alors, les jeunes sont moins perméables à ce type Les jeunes sont de moins en moins perméables à cette idéologie, et voire même, c'est un des trucs les plus intéressants, c'est qu'on constate, en fait, qu'il y a, dans ces générations qu'on n'entend peu sur les plateaux, et qu'on ne considère pas beaucoup,
vous le savez assez bien, on se rend compte qu'en fait, leur conception est une conception très attachée à l'égalité de genre, notamment chez les jeunes filles, hein, on le voit de plus en plus, mais très attachée aussi à la liberté de conscience des uns et des autres. Et donc, en fait, c'est une forme de laïcité multiculturelle. En gros, le but du jeu pour elle, porter un voile, si c'est un choix, c'est OK. À partir du moment où il n'y a pas de prosélytisme, si effectivement ça se passe bien avec les autres et leurs opinions aussi. Donc, sur les questions de sexualité, sur les questions, on a une génération qui est quand même beaucoup plus progressiste que les autres. Et dans le même temps, on se rend compte, plus progressiste que les autres, et en même temps, on se rend compte que, effectivement, il est en train de se passer quelque chose, possiblement autour d'un nouveau clivage de genre entre les jeunes femmes et certains des jeunes mecs. Qui résistent, et ça, c'est notamment les travaux de ma collègue Ania Durovic. Et effectivement, les données qu'on a sont assez intéressantes de ce point de vue-là. Après, la question, c'est est-ce que c'est un moment un peu particulier de construction identitaire, notamment masculine ? Est-ce que ça va durer, ou au contraire, est-ce que avec la progression, avec la réflexion, ils vont finir par accepter que effectivement les jeunes filles ont une place et qu'elles ont intérêt à avoir au minimum la même place que les mecs. Et alors, si on revient vraiment sur cette question de la droitisation de manière générale et la perception qu'on en a, vous, ce que vous montrez, vous parlez de droitisation par le haut et de droitisation par le bas. Quand on parle de droitisation, souvent, on fait référence dans nos esprits à cette droitisation par le bas, c'est-à-dire que le peuple, entre guillemets, serait en train de se droitiser et que nous ne le verrions pas. Ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont dans les institutions politiques. Donc, il y a vraiment cette idée que vous démarquez entre le haut et le bas. Et si on finit sur la droitisation par le bas, elle est utilisée comme un prétexte pour faire passer des lois qui sont de plus en plus droitière, voire extrême droitière. Et alors, vous prenez l'exemple de la loi immigration. Donc, je ne voulais pas donner trop de chiffres pour pas ensevelir les gens qui nous regardent, mais il me semble qu'il faut quand même s'arrêter sur cette question des sondages. Parce que cette loi immigration, elle a été considérée comme une loi vraiment extrêmement problématique. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet parce que vraiment Paloma Moritz avait fait une vidéo entière là-dessus. Mais c'est une loi qui a repris des propositions de l'extrême droite. Et l'argument, c'était de dire, mais nous, on écoute le peuple. Et c'est pour ça qu'on fait passer cette loi. Et d'ailleurs, pour justifier ça, il y avait les fameux sondages. Et il est vrai qu'un sondage CSA, expliquez-vous, commandité par CNews et Europe 1, avait conclu que 71% des répondants seraient favorables à la préférence nationale, donc grand concept du Rassemblement national. Un autre de l'Institut ELAB notait que 70% des répondants étaient satisfaits que le Sénat et l'Assemblée nationale aient voté ce projet de loi. Quand on voit ça, on se dit, mais effectivement, les Français sont complètement pour cette loi, qui est une loi quand même d'extrême droite. Pourtant, vous expliquez que dans le baromètre Fracture française de septembre 2023, les enjeux qui préoccupent le plus à titre personnel les Français sont, premièrement, les difficultés en termes de pouvoir d'achat, deuxièmement, la protection de l'environnement, et en troisième, l'avenir du système social est au même niveau que l'immigration. Donc en fait, est-ce que choisir de faire cette loi immigration, c'était vraiment répondre à la volonté du peuple ? La réponse est non. Mais ça montre aussi la forme, le travail rhétorique qu'il y a dans la mobilisation des sondages. Parce que si on était dans la logique de ne suivre que ce que produisent les enquêtes, en laissant de côté les logiques de production des enquêtes. Bourdieu le disait depuis très très longtemps, l'opinion c'est un artefact, la manière dont on pose les questions n'est pas innocente, celles qu'on pose ne sont pas innocentes non plus, enfin voilà, c'est normal. Mais sur les questions de sondage en 2023, il y a quand même un éléphant dans la pièce, c'est la réforme des retraites, où là, non seulement il y avait une large majorité des répondants qui étaient contre la réforme, mais surtout, et je le dis régulièrement, dès lors que, quand vous faites un sondage en début d'enjeu, en début de débat, les gens découvrent souvent le débat au moment où on leur pose la question, donc il ne faut pas s'attendre à des opinions fermes. En revanche, 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard, quand ça n'a toujours pas bougé, quand le gouvernement a fait ce travail d'explicitation attendu, la pédagogie, voilà, que la pédagogie ne réussit pas, c'est qu'au moment où les gens soient assez cohérents, ils sont clairement contre. Donc si on voulait gouverner uniquement par les sondages, ça fait un petit moment qu'on serait revenu sur cette réforme, ce qui n'est pas le cas. En fait, derrière, c'est une utilisation stratégique.
Effectivement, quand vous prenez les différents enjeux sur lesquels vous avez peut-être quelque chose à jouer, eh ben vous choisissez le terrain qui, a priori, vous paraît plus favorable. Ce qui est très troublant du côté du gouvernement Borne à l'époque, et aussi de la présidence Macron, c'est de vouloir à tout prix jouer l'immigration. Et jouer l'immigration selon le récit du Rassemblement national, en se disant, en faisant ça, on va les dégonfler. Or, ce que nous apprend la sociologie électorale européenne, ça s'est déjà produit ailleurs, ça s'est produit au Danemark, ça s'est produit en Suède, ça s'est produit en Italie. Mais à chaque fois, quand on fait le jeu, alors on appelle ça faire le jeu de l'extrême droite, en tout cas quand on joue sur son agenda, l'immigration, quand on joue sur son récit, on appelle aussi le cadrage, eh bien en fait, on ne fait que légitimer l'extrême droite. Et donc, d'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo, le Premier ministre a été choisi avec l'aval de l'extrême droite, la validation de l'extrême droite. Et a lancé un petit ballon sonde sur la possibilité d'un ministère de l'immigration. Là aussi, en disant, mais nous ne faisons que répondre aux volontés des Français. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, et c'est là où votre démonstration tranche avec tout ce qu'on entend dans les médias et même les idées qu'on peut avoir. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas réellement de droitisation par le bas, même si sur certains sujets, on observe un retour à des valeurs qu'on pourrait qualifier de conservatrices, mais qu'il y a une droitisation par le haut. C'est-à-dire que la droitisation, à rebours, encore une fois, de toutes les idées reçues, ne vient pas du peuple, mais viendrait des élites, ce qu'on pourrait qualifier d'élites, c'est-à-dire, encore une fois, les médias, en fait, et les politiques, qui, eux, imposent cette droitisation. Et vous allez même encore plus loin. Ce que vous dites, c'est que la plupart des gens résistent étonnamment à la progression de ces idées droitières. Vous prenez le truc dans l'autre sens et que vous dites, mais en fait, avec tout ce qu'on a comme débat, de cadrage de débat de cette manière, avec les lois qu'on a, avec les idées qui sont portées par les dirigeants politiques, avec toutes les logiques, les mécaniques médiatiques qu'on a mises en place, c'est étonnant presque que les Français ne soient pas plus à droite. Et c'est effectivement quelque chose de super intéressant, mais qu'on connaît bien en sociologie des médias. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on sait que les gens résistent. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'un message ne rentre pas directement dans la tête des gens. Alors effectivement, moi, j'ai été formé avec Arrêt sur Image, ça m'arrive de regarder Rhinocéros, ça m'arrive d'écouter Daniel Schneiderman, parce que je trouve que ça fait partie d'une forme d'éducation importante, à ce que sont les médias et comment ils fonctionnent. Mais de fait, les individus résistent parce qu'ils ont des préférences, parce qu'ils s'insèrent dans des réseaux de discussion. Ils résistent dans les valeurs. Vous, ce que vous expliquez, c'est qu'ils continuent malgré tout à rester quand même relativement progressistes. Tout à fait. Enfin, c'est même le truc assez frappant. Vous voyez, par exemple, les ouvriers sont toujours en demande de redistribution, à peu près au même niveau que dans les années 70. Alors qu'on leur martèle un discours très néolibéral. Exactement. Et ce discours, cette idée que there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Enfin, c'est vieux comme Margaret Thatcher, et donc quand même années 80. Et on retrouve la même chose aujourd'hui avec l'idée de la dette. Et non, ça marche pas dans la tête des gens. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'effectivement, ils entendent, mais ils ont des valeurs. Quand on parle de l'attachement au service public, c'est juste énorme. Et un attachement à l'école, à l'hôpital, à la police. Enfin, derrière, c'est une volonté de faire commun ensemble, quand même. C'est pas rien. Et donc, derrière, effectivement, il faut comprendre que vous êtes un responsable politique, vous êtes un intellectuel, vous avez tout intérêt à essayer d'imposer les enjeux et la manière de parler des enjeux qui vous sied. C'est logique, c'est vieux comme la politique. Effectivement, vous êtes quelqu'un de droite, vous avez intérêt à ce qu'on parle de la dette et des impôts trop hauts. Vous êtes quelqu'un de gauche, vous avez intérêt à ce qu'on parle inégalité sociale, service public. Vous êtes d'extrême droite, vous avez intérêt à ce qu'on parle immigration, clash de civilisation, grand remplacement, etc. Donc, effectivement, ça fait partie du jeu que d'essayer d'imposer sa manière d'essayer qu'une campagne électorale se joue à domicile pour soi. En plus, non seulement c'est bon pour vous, parce que ça vous met au centre du jeu, ça vous met en position d'expertise, confère le RN avait sur l'immigration. Alors même que, objectivement, il y a d'autres discours possibles sur l'immigration, mais on n'entend que celui-là. Et donc, non seulement vous jouez à domicile, mais en plus, les autres jouent à l'extérieur et sont quelque part obligés de jouer avec vous, selon vos règles. C'est quand même très troublant. De la même façon, et il faut être très cohérent sur ça, le système médiatique français a considérablement évolué. Et ce qui est très frappant, c'est que, du coup, on peut très bien se retrouver dans des formes de vase clos, c'est-à-dire chacun dans son couloir aujourd'hui. Et ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui, un des soucis quelque part,
quand j'étais jeune, ce qui m'est arrivé, TF1 n'était pas considéré comme une chaîne de gauche, bien au contraire. C'était Télébouygues, mais TF1 avait quand même l'obligation de maintenir une forme d'information pluraliste. C'est-à-dire que du coup, il y avait quand même tous les responsables politiques qui passaient, et du coup, en face, il y avait un public qui lui-même n'était pas forcément acquis politiquement, et qui du coup était confronté à des informations qui étaient possiblement dissonantes. Donc, en gros, on faisait un petit peu politique médiatique ensemble. Et ce qu'on constate en France, mais c'est déjà arrivé aux États-Unis en fait, et là aussi la sociologie américaine nous le montre très 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 bien, c'est que l'explosion du câble, puis ensuite des réseaux sociaux, puis de YouTube, etc., fait qu'aujourd'hui, on est chacun chez soi. Et dès lors que vous êtes chacun chez soi et que certaines entreprises de presse décident de jouer clairement une carte politique, confère justement CNews et le groupe Bolloré autour du cadrage d'Éric Zemmour, mais également des cadrages qui plaisent au Rassemblement national, non seulement ces chaînes réussissent à parler, jouent avec un certain nombre de codes des médias pour faire comme si c'était des vrais médias, et du coup, ça a un effet, pas forcément d'enfermement, pas un effet de... Ça fait pas basculer des gens. Les gens qui regardent CNews étaient quelque part déjà convaincus par ce qui allait se dire sur CNews. On a quand même des enquêtes, alors qui sont plus des enquêtes journalistiques, mais je pense à Street Press, ou qui ont montré quand même qu'il y avait un effet lavage de cerveau de CNews et qu'il y avait des personnes qui s'étaient, effectivement, peut-être avaient une sensibilité de base, mais qui s'étaient radicalisées au contact de ces médias, notamment du groupe Bolloré. Mais de fait, effectivement, mais comme... un militant communiste qui lisait l'Humanité dans les années 70 pouvait avoir une vision assez radicale de ce qui se passait en URSS. Et donc, après, juste, ouais. Oui, c'est sûr. Non, mais donc en fait, on est face à des effets de confirmation qui, en plus, vont s'affirmer encore un peu plus avec les réseaux sociaux qui vont avec. C'est-à-dire que très clairement, c'est pas que les réseaux sociaux en tant que tels c'est mal, c'est que effectivement, les réseaux sociaux vous envoient ce qui vous plaise. Après, on voit quand même que tous les médias ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la réalité, même s'ils ont certains, enfin tous en fait, en réalité, puisqu'aucun média n'est neutre, ils ont tous une forme d'orientation politique. Si on prend les médias du groupe Bolloré, c'est de très très nombreuses condamnations par l'Arcom, des condamnations même financières, pour notamment des propos qui ont été soit des appels à la haine, ou qui ont pu être des propos complotistes, ou qui, par exemple, il y a eu plusieurs fois... des propos qui pouvaient être climato-sceptiques sur des chaînes du groupe Bolloré. On constate de manière générale qu'il y a 2 fois plus de climato-scepticisme chez les gens qui ont une sensibilité d'extrême droite que chez le reste de la population. Donc on a quand même une question, certes, de bulle politique, mais même une bulle de réalité. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des réalités parallèles dans certains médias, et tous les médias font quand même pas ça. Et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que penser que être journaliste ou même être scientifique, être sociologue, s'abstraire complètement du monde dans lequel on est citoyen, c'est une illusion. Enfin, c'est une illusion. C'est un objectif à atteindre, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon la neutralité axiologique, la volonté d'essayer de se mettre à distance. Mais c'est une volonté. C'est-à-dire que c'est quelque chose vers lequel on essaye de tendre. Du coup, on essaye de se mettre des garde-fous. Typiquement, mes garde-fous, c'est les données. C'est-à-dire que c'est le travail empirique, c'est l'obligation de me retrouver avec un fichier de données, de traiter les données et de me dire, voilà, ça résiste. Et donc, c'est très bien. Donc, on a tous un peu cette espèce de surmoi qu'on se met en place dans le fait de vouloir lire autre chose, de vouloir intégrer des témoignages qu'on n'avait pas, etc., etc. Donc, quelque part, la neutralité du journaliste, du sociologue, etc., c'est quelque chose qui se travaille. C'est un challenge. Ce qui est également intéressant, c'est de voir que du coup, quand vous prenez un certain nombre de médias classiques, ces médias pourraient être considérés comme non neutres politiquement, mais il y a des volontés de maintenir une forme de diversité au sein de la rédaction, de retour à la réalité, et cette réalité est super intéressante. Or, on se rend compte, et c'est là un des trucs que je trouve très intéressant, parce que depuis que je vis dans les territoires, je suis beaucoup plus sensible à ce qui se passe typiquement dans des journaux comme Sud-Ouest, comme Ouest France, comme La Dépêche. Et ces journaux nous racontent des choses différentes de ce qu'on entend sur la scène parisienne. C'est-à-dire qu'ils nous racontent ce qui se passe dans des petites villes, des villages, en termes de solidarité, en termes d'accueil, en termes de soutien, en termes d'égalité. Enfin, il se passe un nombre d'initiatives locales incroyables, relayées par ce type de presse, mais qui jamais va franchir le mur du son du périphérique parisien. Et donc, du coup, c'est là le rapport au réel. C'est-à-dire, de quelle réalité parle-t-on ?
effectivement, est-ce qu'on parle de comment on construit On a choisi, en tout cas. Nous, en tant que journalistes, on passe notre temps à faire des choix. Mais encore une fois, l'impression qu'on conserve, même quand on regarde les grands médias qui sont pluralistes, c'est-à-dire qu'ils invitent toutes les formations politiques, c'est qu'on continue à avoir des cadrages, vous parlez de cadrages, qui sont de plus en plus des cadrages d'extrême droite. Même si on ne va pas affirmer que l'immigration c'est mal, on va se poser cette question. La notion de grand remplacement, par exemple, qui est arrivée dans le débat public, même sur le service public, n'existait pas. Il y a encore 15 ans, 10 ans, on ne faisait pas des débats là-dessus, on n'interrogeait pas les responsables politiques là-dessus. Donc, en tout cas, médiatiquement, on a vraiment cette sensation qu'il y a une extrême droitisation du débat. Et alors vous écrivez: une partie de cette impression de droitisation tient à une lutte pour l'agenda et les cadrages dominants des questions sociales et culturelles. Et de ce point de vue, un camp démontre combien il est particulièrement efficace, notamment par cette synergie entre espace intellectuel et espace médiatique. Et donc, on en vient à cette conclusion, c'est que finalement, en fait, vous dites la droite, mais c'est même l'extrême droite, est en train de s'emparer du champ intellectuel et cet espace médiatique. Oui, et notamment quand on reprend par exemple la question de l'immigration. L'immigration est une réalité. La diversité de la population en France est une réalité. Et désormais, on est parfaitement capable, d'un point de vue d'enquête sociologique, quantitative et qualitative, de mesurer ce que c'est, ce que ça produit, ce que ça retravaille dans la société française. Je pense notamment à l'enquête Trajectoire et Origine, dont je suis l'un parmi 10, 20, 30, 40 collègues qui travaillons sur cette enquête. Et on raconte d'autres histoires que celles qu'on entend. On raconte notamment la réussite éducative. On raconte l'émergence de classes moyennes parmi les descendants d'immigrés. On raconte effectivement une toute autre histoire du rapport aux institutions. On raconte effectivement et on montre dans les enquêtes quantitatives des vraies tensions entre la police et les descendants d'immigrés. Et c'est pas neutre, effectivement, sur la fréquence des contrôles policiers. Dès lors qu'on chope ça dans des enquêtes quantitatives, c'est que le phénomène est massif et doit être adressé. Et effectivement, si on veut une police républicaine, il faut peut-être faire quelque chose, au moins accepter que ça existe. Mais ces résultats-là... Ce discours et ces résultats, on les entend pas dans les médias. On les entend pas, et on voit bien que là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où un récit domine, avec sa manière de montrer les défauts de l'intégration. Typiquement, ça sera le trafic de drogue, ça sera les faits divers, ça sera Crépol. Et le récit autour de Crépol, alors même que on se rend bien compte que Crépol, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment de la part de vos collègues qui étaient sur le terrain, montrer que c'était pas juste de la guerre de civilisation comme on l'entendait sur certains plateaux. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a un combat pour parler de ce qu'est la société. Et ce qui est très troublant, c'est que collectivement, les sciences sociales sont désormais attaquées dans leur manière, leur méthode et leurs résultats. Parce que comme vous dites des trucs un peu différents, on s'est retrouvé avec des procès en islamo-gauchisme à l'endroit des chercheurs, des universités. Sciences Po Paris est vraiment très très régulièrement attaqué, vous en parlez. Tout à fait. Parce que ces résultats des universitaires, finalement, ne correspondent pas nécessairement à la réalité qu'on essaie de dépeindre ailleurs. Et donc on dit, voilà, vous êtes trop biaisés. D'ailleurs, vous-même, je tiens à préciser, vous avez été accusé d'être... accusé d'être de gauche, que ce livre soit de gauche, dans les colonnes de certains journaux, alors qu'on n'apportera pas nécessairement cette précision sur un ouvrage qu'on pourrait classer à droite, parce que y a cette volonté de dénoncer ce biais. Je pense qu'on peut être à peu près d'accord, tout le monde, sur le fait qu'il y a quand même une droitisation de l'espace médiatique, de l'espace politique. C'est tellement clair là avec ce qui se passe que ça fait à peu près consensus. En revanche, même si vous décrivez des volontés de faire commun, un attachement au service public, tout ce que vous venez de nous démontrer, il y a quand même un résultat dans les urnes qui est très différent. C'est-à-dire que quand on regarde simplement le vote des Français, la gauche, quand même, est vraiment à la traîne. Et on a une explosion, non pas encore une fois de la droite, mais de l'extrême droite. Et vous le soulignez d'ailleurs, il y a quand même un phénomène de vote de barrage qui est vraiment, dans un sens comme dans l'autre, qui est vraiment à prendre en compte. C'est-à-dire que en 2022, pour la présidentielle, au deuxième tour, 42% des électeurs qui avaient voté pour Emmanuel Macron ont fait barrage. Et 46% de ceux qui ont choisi Marine Le Pen. Ça veut dire donc qu'ils n'adhéraient pas. Mais entre-temps, on a eu les législatives de 2024. Et là, dès le premier tour, on avait un score absolument immense de l'extrême droite. Donc comment est-ce que vous expliquez cette dichotomie ?
Alors, ça se comprend dès lors qu'on commence à réfléchir en termes de citoyens et d'électeurs. Il fut un temps, on pensait que c'était synonyme, et voire même que n'étaient citoyens que les électeurs. C'est-à-dire que ceux qui s'abstenaient, ceux qui restaient en dehors du jeu, étaient des citoyens dominés qui ne comprenaient pas, et donc finalement leur avis comptait pas. Les abstentionnistes ont toujours tort, c'est un peu ça la version. Et c'était une version qu'on retrouvait très fortement dans les analyses des abstentions des années 60 jusqu'aux années 90. Ce que j'essaye de montrer, et c'est à mon sens un phénomène extrêmement important et surtout sur lequel il faut mettre la lumière, c'est qu'on est aujourd'hui face à ce que j'appelle une grande démission. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous prenez par exemple les ouvriers qui ne se sont pas déplacés aux urnes lors des législatives, c'est 46% des ouvriers, 1 sur 2. C'est énorme. Donc, quand le Rassemblement national se dit le parti des ouvriers, le parti de la classe ouvrière, celui qui parle au peuple, ben non. En fait, c'est quoi? Personne ne parle au peuple, en réalité. Exactement. L'histoire que ça nous raconte, c'est que l'ensemble des partis sont rejetés, y compris au moment d'une législative où va se jouer le gouvernement. Vous avez un ouvrier sur 2 qui ne se déplace pas, vous avez un jeune sur 2 qui ne se déplace pas. Et en fait, quand on commence à mesurer les choses à partir de données, cette fois-ci vraiment solides, c'est-à-dire les enquêtes participation de l'INSEE, c'est des enquêteurs de l'INSEE qui vont vérifier où vous êtes effectivement allé voter à 4 scrutins. Donc on n'est pas dans du déclaratif, on est dans de la donnée de très très grosse qualité, quoi. Et ce qu'on constate, c'est effectivement cette érosion très forte du vote, y compris parmi des groupes dont on pensait jusqu'ici qu'ils étaient alignés électoralement pour longtemps. Et là, on retrouve le renouvellement générationnel, c'est-à-dire que la grande démission, elle ne touche pas les boomers. Ils sont toujours là, ils vont voter de manière constante à toutes les élections. Mais, d'ailleurs, juste sur la question des boomers, ils votent de plus en plus à l'extrême droite. Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est la clé un peu du scrutin. Et en fait, l'histoire, c'est que les électeurs, voilà, les boomers vont voter, et les électeurs qui vont voter sont de moins en moins représentatifs du reste de la société. Et donc, à mesure plus une élection va être faible en termes de participation, plus on peut s'attendre à ce que le résultat des urnes soit en décalage avec ce qu'on pourrait avoir si tout le monde se déplaçait. Donc là, on pense aux européennes, par exemple. Exactement. Avec un vote absolument historique de l'extrême droite. Tout à fait. Pour l'extrême droite, et vous dites c'est pas à l'image de la société. C'est pas à l'image de la société, et c'est même très troublant parce que ce qu'on constate notamment dans les générations post-baby boom ou millennials, c'est un double décrochage. Il y a un décrochage des catégories populaires et il y a un décrochage des diplômés du supérieur. Et ce qui m'inquiète énormément, c'est que les catégories populaires, en fait, ça va devenir des silencieux parce que ils sont pas non plus dans les mouvements sociaux. Ils sont de moins en moins dans les collectifs. Et donc, il y a une forme là de cassure qui doit être résolue parce que, mine de rien, c'est ceux qui souffrent le plus. Les diplômés du supérieur, c'est une grève des urnes. C'est-à-dire que quelque part, voter, ça ne suffit plus, et notamment parce que voter, c'est s'en remettre à des élus, c'est accepter que ça va être Tartampion ou Bidule qui va parler en mon nom, alors que c'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Et donc, du coup, les diplômés du supérieur, eux, vous allez les retrouver sur les réseaux sociaux, en manif, dans les pétitions, dans les collectifs, etc. Eux, ils ont plein de moyens de parler, et ils parlent, et c'est très bien. Ceux qu'on n'entend pas m'inquiètent beaucoup plus. Et surtout, il y a ceux qui restent. Et ceux qui restent, c'est pas n'importe qui. J'ai parlé des boomers, mais ce qu'on constate désormais avec les données... Ceux qui vont voter, hein, quand ceux qui vont voter. Ceux qui restent et ceux qui vont voter. Ce qu'on constate, c'est que parmi les boomers, il commence à y avoir un début de décrochage parmi les ouvriers employés nés dans les années 40-50. Parce que c'est là où commencent à se jouer les inégalités face au vieillissement, les inégalités sociales. Et donc, ce qui reste, ça va être bientôt du boomer conservateur, riche, et clairement... Il faut être très clair, on vit plus longtemps quand on est riche. Exactement. Point. Il y a 9 années d'écart ou 11 années d'écart entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Ouais, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière avec les inégalités face à la vieillesse. Et donc, vous pouvez vous dire que ceux qui restent, du coup, vont avoir un agenda, des valeurs, des attentes pas forcément représentatives, ou en tout cas en adéquation avec ceux qui ont décroché. Et le truc troublant, c'est que ce que je vois face au vote, on le voit aussi, par exemple, face aux partis. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où les partis politiques ont de moins en moins de soutien. Alors, ils ont encore suffisamment de soutien pour que ça donne l'impression de faire masse.
Voilà. Mais grosso modo, dans un échantillon classique, on est désormais à 40 à 50% de répondants qui se disent sans parti. Et ça, on les regarde pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. On va regarder ce que pensent les proches du Parti socialiste, les proches des macronistes, les proches du RN. Alors qu'en fait, un Français sur deux, on en a juste rien à faire des partis, quoi. C'est ça. Et ceux qui restent là, c'est socialistes. C'est à peine 1 sur 10 dans tous les cas. En fait, on est face à des nains en termes de connexion avec la société d'en bas. Après, quand même, dans les urnes à la fin, on peut effectivement, il y a beaucoup d'abstentions, mais il y a eu un regain de participation aux dernières législatives qui ont quand même particulièrement mobilisé. À la fin, on a plus des 2 tiers, plus des 2 tiers des inscrits qui peuvent voter, qui vont voter. Donc on a quand même une abstention qui est certes importante, mais avec une participation quand même conséquente, et qui, encore une fois, va voter à droite, va voter pour des partis d'extrême droite. Donc je suis désolée d'insister, mais comment on met ça en parallèle avec votre analyse ? Et tout simplement parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a du vote RN et que ce vote RN progresse. Et, c'est plus de 10 millions d'électeurs au premier tour législatif. Et la nouveauté, c'est de voir ce RN progresser dans des secteurs où jusqu'ici, il n'était pas présent. Notamment chez les anciens, chez les seniors, notamment chez les cadres, notamment chez les plus riches. Et là, je pense que c'est un des phénomènes les plus importants à avoir en tête. Entre 2022 et 2024, le vote RN est devenu un vote comme il faut. C'est devenu un vote qu'on peut produire. Là où, jusqu'ici, dans ces secteurs de la société-là, c'était un peu sale. Et donc, on préfère éventuellement voter pour Zemmour, ou voter pour une bonne droite traditionnelle. Mais là, désormais, la bascule vers le RN s'est produite. Alors, on peut y voir un effet Bardella, on peut y voir aussi un effet médiatique, un effet CNews, un effet d'agenda, un effet de validation du programme, du Rassemblement national. Oui, le programme économique qui s'est quand même considérablement transformé. On voit, il n'est plus question de sortir de l'Europe, il n'est plus question de s'attaquer spécialement aux plus riches, il n'est plus du tout question, même sur la réforme des retraites, ça a bégayé pendant les législatives parce qu'ils ont fini par revenir, puis non, puis parce qu'on sent que ça va être compliqué. Donc il y a aussi tout simplement le fait de se conformer à l'agenda libéral. C'est ça, il y a une forme de convergence qui du coup rend beaucoup plus fluide ces effets de bascule. Et ce qui est très troublant, c'est que jusqu'ici, quand on regardait les données des différentes présidentielles, je me suis mis à faire ça de 88 jusqu'à 2022, il manquait au RN, effectivement, les boomers. C'est-à-dire que, en termes tous les boomers ne sont pas des conservateurs. Bien au contraire, il y a même des gens très bien. Non, mais c'est pas... Donc tous les boomers ne sont pas des conservateurs, bien au contraire, il y en a qui portent des valeurs d'ouverture sociale, culturelle, etc. Mais il y avait quand même un nombre conséquent de boomers qui rentraient dans la catégorie plutôt droite face à l'immigration, plutôt conservateur. Mais ça votait pas RN. Ça votait pas RN, ça se faisait pas. Désormais, ils le font. Et ils le font comme les autres. Et la mauvaise nouvelle de ce point de vue-là, c'est que non seulement ils le font comme les autres, mais c'est des électeurs fidèles, c'est des électeurs qui viennent voter très très régulièrement. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas dégonfler aussi simplement ce vote pour le RN. Il est là et il est là pour un sacré bout de temps. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce vote pour le RN existe, il est fort, mais il est minoritaire. Alors, selon vous, quelle est la solution pour que ces citoyens qui donc portent des valeurs majoritairement progressistes dans énormément de domaines, parce que c'est ça la conclusion de votre étude, comment fait-on pour que cela se traduise dans les institutions aujourd'hui ? Alors, la question à 1 million. Voilà, question à 1 million, et vraisemblablement c'est là où j'atteindrai mes limites. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles il va falloir revenir. Effectivement, la première piste, c'est de redonner de la place aux citoyens. On est dans une culture politique qui reste extrêmement centrée sur les élus et sur certains types d'élus, sur le pouvoir exécutif plutôt que le législatif, par exemple. On est face à des élus qui ont énormément de mal à accepter que les citoyens ont un rôle à jouer, et voire même qu'ils sont compétents. Or, rappelons-nous qu'on n'a jamais eu autant de diplômés, autant de gens capables, typiquement sur Blast, d'aller s'informer, d'aller réfléchir. Regardez Blast, donner à Blast. Et puis, aller chercher de l'information par web, et ils le font. Donc, en fait, on n'a jamais eu autant de citoyens capables de vraiment jouer le rôle que la démocratie leur a assigné. Simplement, on ne leur laisse pas la place. On est aujourd'hui face à une société qui a une multitude de voix compétentes
pour pouvoir permettre aux gens de s'emparer des sujets, d'y réfléchir par eux-mêmes et de choisir, même en étant à la fin conservateur. C'est pas ma question. Moi, ce qui m'importe, c'est effectivement qu'on laisse la place aux citoyens. Je pense que les syndicats jouent leur rôle, les assos jouent leur rôle, les lobbies jouent leur rôle. Et les lobbies, ça va dans un sens ou dans un autre. Hein. Mais le but du jeu, c'est effectivement de faire confiance. Et de faire démocratie, de faire vivre le débat. On terminera peut-être sur l'exemple de la Convention citoyenne, parce que là, j'ai apporté évidemment la contradiction, mais la Convention citoyenne, c'est quand même un exemple de quelque chose qui a bien fonctionné en France, qui était une très belle idée d'Emmanuel Macron, en tout cas, qu'il a été appliqué, c'était pas son idée, mais qui a été appliqué par Emmanuel Macron. Non, mais qui a très bien fonctionné, qui a été un exemple où vous parliez d'informer correctement les citoyens, comme ils ont été informés par des scientifiques dont on remettait quand même difficilement en cause la compétence, on s'est rendu compte qu'à la fin, ils avaient adopté ou décidé de voter pour des mesures qui étaient très radicales, en fait, sur le plan écologique, qui suivaient plutôt ce que recommandaient, ou en tout cas suggéraient des scientifiques ou des spécialistes du sujet, et que les citoyens étaient, s'ils ne l'étaient pas au départ, en tout cas, sont devenus compétents sur le sujet, quand bien même, quand on leur a laissé le temps de s'informer, et qu'on leur a donné la responsabilité, que c'est ce que beaucoup de chercheurs ont analysé en montrant que le sentiment de participation, d'être écouté, eh bien, ça a favorisé aussi le développement des compétences parce que les citoyens se sentent concernés, en fait, et ils vont pas voter à la va-vite, comme vous dites, sur un sondage, sur Internet, en 2 secondes. Et je pense que c'est la bonne nouvelle, mais on est à un moment de bascule. C'est effectivement, c'est peut-être pas l'histoire vers laquelle on ira, parce que le RN est en position de force, parce que ce que porte le RN en termes de culture démocratique ou de culture politique, ce que porte le RN en termes de culture politique n'est clairement pas dans une logique de démocratie, de débat, d'horizontalité. C'est pas leur culture. Hein, ça fait pas partie de leur imaginaire. Mais on est à un moment de bascule. Ça peut aller vers ça, ou ça peut aller effectivement vers une société qui est de plus en plus en capacité de s'écouter, de débattre, de réfléchir, parce que, encore une fois, on a tendance à l'oublier, mais l'école, ça marche. Malgré tout. Voilà, ça marche. On nous parle du niveau baisse, c'était mieux avant d'utiliser l'imparfait du subjonctif, ouais, enfin, à ceci près qu'on est face à des gens qui, en termes de culture scientifique, de culture historique, ont considérablement progressé face à des professeurs, des collègues du secondaire qui, du coup, animent des classes, les font avancer dans des conditions parfois extrêmement dures. Et surtout, on est face à des générations dont, aujourd'hui, 80% d'entre elles, de leurs membres ont le bac, 50% se retrouvent à l'université, et c'est pas rien, en fait, l'université. Le supérieur, ça fait réfléchir. Je terminerai sur une mise en garde, qui est la conclusion de votre ouvrage. Je spoil un petit peu. Vous terminez là-dessus, sur ce potentiel basculement de la France à l'extrême droite, même si vous ne le nommez pas. Vous dites « L'absence de droitisation par le bas n'aura plus beaucoup d'importance face à ce qui peut arriver au pouvoir ». Je voudrais qu'on termine sur ces mots, qui sont donc celui de votre livre « La droitisation française, mythe et réalité » aux éditions PUF. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Vincent Tibéri, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle qu'à Blast, nous sommes un média indépendant, que nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt.